Ce balado est produit par OnPod, un studio de contenu vidéo près de chez vous. Bienvenue à cet épisode de Point d'Expert. Aujourd'hui, on reçoit Alexandre Escure. Alexandre est animateur de radio à la CIBL, mais aussi directeur fondateur du cabinet de curiosité contemporain. Il vient parler de son expertise en développement organisationnel et en compétences clés, dont la curiosité, très intéressant pour obtenir ses judicieux conseils. Alexandre, bienvenue à Point d'Expert. Merci beaucoup, Émilie. Bonjour. Compétences clés. Pour nos entrepreneurs, nos entreprises, est-ce que tu peux en donner ta propre définition? Les compétences clés, c'est tout ce qui va supporter, soutenir les employés dans une équipe à être plus performants dans l'entreprise. Ce sont des compétences parallèles, ce n'est pas obligatoirement ce qu'on recherche à l'origine dans un entretien d'embauche, dans une entrevue. On va plutôt aller chercher ce qui est acquis par la formation, l'université, etc. Les compétences clés sont des compétences parallèles qu'on développe. Par exemple, ce qu'on appelle l'agilité, ce qu'on va appeler la force de communication, tout ce qui est aussi lié au bien-être, à la santé mentale, l'empathie, des qualités comme ça peuvent être des compétences clés parce qu'elles vont aider individuellement à travailler et collectivement à créer la meilleure équipe possible. Donc, les savoir-être ou... Ouais, c'est ça, oui, parce que les savoirs techniques, les savoirs qu'on va plus cibler en entretien au niveau des universités, du parcours scolaire, des expériences, mais ces fameux savoir-être qu'on a de la difficulté à évaluer ou qu'on va découvrir une fois à l'emploi, c'est ce qu'on découvrir. appelle. Il y en a, c'est inné, ils ont des qualités innées qu'ils vont pouvoir mettre au service des autres. Et puis, il y en a d'autres, fonction de leur éducation, fonction de leur vie, de leur référentiel, il faut leur transmettre parce qu'il faut qu'ils travaillent en équipe, qu'ils travaillent individuellement et au service d'une entreprise. Et ce n'est pas toujours facile. La notion de créativité, la notion de communication, la notion qui m'est chère de curiosité sont des compétences clés et il faut les développer pour pouvoir les appliquer. C'est vraiment intéressant. La curiosité, comment on la développe? Puis est-ce que tout le monde a le même niveau de curiosité en eux? La curiosité, elle vit une difficulté, c'est qu'on la considère trop souvent que comme une qualité. Oui, ça peut être une qualité, innée ou non. Moi, je pense que dans le berceau, j'étais curieux. Mais pour autant, ça peut vraiment se développer et ça peut être transformé en compétences clés dans l'entreprise. Pour moi, il y a deux curiosités. Il y a la curiosité des savoirs, qui va être plus une source de créativité ou d'innovation. Et il y a la curiosité de l'autre, de l'humain, de la rencontre, qui va être source de leadership, mais aussi d'inclusion. Et ces deux compétences se développent et se travaillent. Et pour ça, c'est l'entreprise que j'ai fondée, de développer des parcours qu'on donne dans les entreprises pour prendre par la main les employés et leur montrer quelles compétences clés dépendent de la curiosité. Pour moi, la curiosité, c'est une compétence maîtresse qui va initier d'autres compétences clés et qu'on va pouvoir développer dans les équipes, implanter pour que les entreprises ensuite soient plus indépendantes et soient plus créatives ou communicantes, soit plus axées leadership et tout ce qui est équité, diversité et inclusion. Puis, c'est quoi la plus grosse erreur que les entreprises peuvent faire qui va limiter le développement des compétences clés? C'est souvent de partir du principe que notre référentiel, c'est le même pour tout le monde. On a tendance à se dire, on a été élevé d'une manière, on a du bon sens, c'est du bon sens d'être comme ça, mais le bon sens n'est pas si réparti qu'on veut bien le penser, et c'est pas quelque chose que tout le monde a eu de la même manière. Et donc, parfois, on va oublier un aspect tout simple, c'est la communication. Prendre le temps de communiquer, prendre le temps d'écouter les gens, de créer le lien et de s'en rendre compte que la personne en face de nous, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas qu'elle veut pas s'impliquer, c'est qu'elle reçoit pas l'information qu'on lui transmet de la même manière parce que son éducation, sa culture, son origine. Il y a des différences culturelles entre les pays. Le blanc au Japon n'a pas du tout la même signification qu'en Europe. Donc on peut créer des impairs de culture, on peut créer des impairs aussi d'adaptation dans l'entreprise. Et parfois le leader, le directeur, le manager a tendance à penser que tout le monde doit penser comme lui. Mais c'est faux. C'est le cerveau aussi qui nous dit notre façon de percevoir le monde, notre gros bon sens devrait être le gros bon sens partagé par tous. C'est ce qu'on se dit, mais ce n'est pas la réalité. Et si on prend le temps de créer des axes de médiation, d'écouter des cellules pour
échanger. De plus en plus se fait le mentorat, qui est d'être accompagné par quelqu'un de l'entreprise, de plus jeune ou de plus âgé, ou d'une autre diversité pour créer aussi l'enrichissement mutuel. Ça va créer des ponts de connexion et ça va permettre de mélanger les points de vue et de se rendre compte que, en étant un peu curieux de tout ça, on est plus performant. Puis, tu travailles avec des entreprises en B2B, principalement. Oui. C'est quoi le premier conseil ou le premier élément que tu vas les amener à travailler pour pouvoir optimiser, décupler le pouvoir des compétences clés? Le premier conseil, ce serait de... Excuse-moi, il faut que je réfléchisse. Il y en a probablement trop. Oui. OK, on peut en donner 3, peut-être. Déjà, premier conseil, comme moi, ce que je transmets, c'est la curiosité. C'est déjà leur faire comprendre ce qu'est la curiosité. Oui. Que malgré le proverbe, ce n'est pas un vilain défaut. Que comme toute chose, on peut en faire une chose négative si on l'utilise pas être mal. fouine, non? Mais, pardon? C'est pas être fouine. Non. On peut, bien sûr, la curiosité, ça peut mener vers une certaine perversité dans certains univers, mais comme tout ce qu'on a développé, inventé, on peut toujours utiliser les choses des deux côtés de la chaîne, du côté positif ou du côté négatif. Moi, ce que je véhicule, c'est la curiosité positive, celle qui va aider à transformer. Mais en même temps, c'est un état d'esprit. Il faut être quand même ouvert, il faut être prêt à communiquer, il faut être prêt à s'intéresser aux autres. Si on veut rester dans sa bulle, on restera dans sa bulle au final. Il y a quand même un état d'esprit à mettre en place. Ensuite, c'est de se dire qu'il y a plein de choses qu'on peut acquérir au travers des compétences clés qui vont nous rendre plus performants et qui vont en plus nous faire gagner du temps et qui vont rendre notre job beaucoup plus facile. Donc, pourquoi passer à côté de ça ? On veut tous accélérer notre travail, être plus performant, être plus compétent. Donc, les compétences clés sont un extraordinaire support pour ça. Donc, les entreprises, ils vont faire appel au cabinet sous quel déclencheur? En général, c'est le résultat des ressources humaines ou du manager de l'équipe qui constate qu'il y a soit des manques de communication interne, soit des gens qui ont des profils qu'ils ont eu en recrutement qui étaient pertinents, des gens performants, mais qu'au final, il manque d'innovation, il manque de créativité et ils proposent toujours un peu les mêmes solutions et que l'entreprise n'arrive pas à se dégager de cet état de fait. Il y a l'autre aspect qui est le manque de communication et les problèmes internes humains, où donc là, on va se rendre compte qu'il y a un problème soit d'inclusion, soit de leadership, et donc on a besoin de développer ces fameuses compétences clés. Le cabinet, il intervient, il a développé différents services, donc il y a des parcours. Il y a le parcours impulsion qui est plus axé innovation et créativité. Il y a le parcours leadership qui est plus axé leadership et inclusion. Donc curiosité des savoirs, curiosité de l'autre. Et il y a un troisième parcours qui s'appelle transmission, mais lui qui est un peu différent, qui est la mise en commun de ces deux curiosités au service du reprenariat ou de la nomination d'une nouvelle direction générale. À côté de ça, il y a une conférence dédiée à mieux comprendre ce que sont les compétences clés de manière simple et la curiosité. Et il y a aussi une activité de team building. Et les parcours, ils sont tous formés de la même manière. Il y a un diagnostic qui permet une sorte de mini-audit de l'entreprise qui va permettre de révéler la faiblesse en compétences clés, ce qu'on appelle le gap skill, les lacunes en compétences clés. Et ensuite, qui va nommer les compétences clés qui pourraient travailler dans les équipes avec les employés pour améliorer leurs compétences clés et leurs performances dans l'entreprise, suivi ensuite d'heures d'accompagnement individuel. Et tous les parcours fonctionnent de la même manière et ils sont en moyenne de 20 à 25 heures dans les entreprises. Et puis, qu'est-ce que tu t'es lancé en entrepreneuriat? Oui. Dans ton parcours entrepreneurial, si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur, quel lui donnerais-tu comme conseil? C'est la deuxième fois que je me lance en tant qu'entrepreneur. Oui. La première fois au Québec, mais je viens de France. Et en France, en 2010, j'avais profité d'un statut qui ressemble aux travailleurs autonomes, qui est l'auto-entrepreneuriat, et qui simplifie les démarches, on va dire, administratives pour se lancer rapidement dans l'entrepreneuriat. Avec le recul, un modèle d'affaires qui aurait pu être mieux réfléchi, mais ça m'a été ma première expérience. Et là, vraiment, je me suis lancé en 2022 en tant que travailleur autonome et depuis 2024, mon entreprise est incorporée. Et pour répondre à ta question, le conseil, c'est tout de même de s'écouter. Parce que parfois, on va soit trop écouter les autres qui sont pleins de conseils, mais bons et mauvais, et on va aussi pas vouloir se faire confiance sur des intuitions, des ressentis, etc.
Donc, moi, mon conseil, c'est on vit des choses, ce sont des montagnes russes. L'entrepreneuriat, il y a des périodes de haut, des périodes de bas. La personne qui dira qu'il n'y a que du haut, c'est à mon sens un menteur, parce qu'on vit beaucoup de choses, qu'on n'est pas formé obligatoirement à Oui. l'entrepreneuriat et qu'on se retrouve à gérer tellement d'affaires qu'on ne Ben, peut il y a pas trop être de facteurs performant dans tout. incontrôlables aussi. Exactement. Il y a plein de choses qui arrivent qu'on n'avait pas du tout envisagées, autant positives que négatives. Et parfois, on a des ressentis, une première impression. On se dit, tiens, cette personne, je la sens pas. Bah, faut, comme on dirait mon ami René, il faut quand même lui laisser une chance de la rencontrer dans un autre contexte et de le redécouvrir la personne pour vérifier que la première impression était bonne. Mais si on ne le sent toujours pas, ne pas se forcer. Ne pas aller faire un partenariat où on ne sent pas les partenaires. Faut mieux laisser passer, trouver un meilleur partenariat plus tard, par exemple. Très, très bon conseil. Puis en effet, une erreur qu'on voit souvent, pour plein de raisons, on peut s'acharner en entrepreneuriat. Tu as dû prendre justement des grandes décisions. Ça serait quoi la dernière grosse décision que tu as prise et comment tu t'assures de prendre des décisions éclairées en entrepreneuriat? J'ai une communauté qui me soutient. Et j'ai cette chance d'avoir, depuis que je suis entrepreneur, rencontré des gens extraordinaires. Et je leur dis, je ne le dis pas que devant un micro, qui sont soit eux-mêmes entrepreneurs, soit impliqués dans des organismes de regroupement, des chambres de commerce, etc. Et qui sont à la fois soutenants dans ce que j'ai créé parce qu'ils y croient. Ce sont aussi d'excellents ambassadeurs et ambassadrices de ma pratique. Et en même temps, quand j'ai besoin de vérifier des choses, je peux leur écrire, leur poser des questions, et ils sont comme moi très francs. Donc, ils ne sont pas du genre à tourner autour du pot pour dire une réponse. J'ai quelqu'un qui récemment m'a dit « cette idée est nulle ». Il faut accepter de Non, l'entendre. à défaut, je pense que beaucoup d'entrepreneurs aimeraient ça, Oui. cette franchise-là, en Cette fait. franchise, elle est nécessaire parce que Quand on demande conseil, c'est ce qu'on s'attend. c'est ce qu'on s'attend, même si on n'aime pas toujours cette réponse, elle est utile. Et par ailleurs, on a, c'est peut-être une expression de France, mais la tête dans le guidon. Quand on est entrepreneur, on ne voit rien, on manque de recul par moment et on se lance dans des idées qui nous paraissent super. Et en réalité, avec un peu de recul, pas tant que ça. L'année dernière, j'ai eu un stagiaire avec qui j'avais partagé un système auquel j'adhérais de visio en ligne, etc. Et on se retrouvait dans une sorte d'univers parallèle. Et j'ai fait un webinaire sur cette plateforme. Il n'y a pas eu grand monde. Et après le webinaire, le stagiaire me dit « je pense que c'est la plateforme ». Et je lui dis « Ah bon, tu trouves pas ça bien ?» Il me dit « Ah non, moi je trouve ça nul ». Et moi, je trouvais ça super, mais parce que depuis qu'on me l'avait présenté, je m'étais investi dedans, je trouvais ça génial. Et en fait, j'ai demandé à plein d'autres gens après, ils m'ont dit « Ah oui, moi, cette plateforme, je ne vais pas perdre de temps à m'inscrire dessus juste pour assister à un webinaire. » Il y a Zoom, il y a Google Meet, pas besoin de On a des billets plus des angles morts. Voilà. Et puis, je lui ai dit juste, la prochaine fois, dis-le-moi avant le webinaire, plutôt qu'après. Mais dans l'idée, c'était bien d'avoir le regard de quelqu'un d'autre, 20 ans de moins que moi, un regard différent sur les plateformes technologiques. Et donc, j'ai mis fin à cette plateforme et j'ai avancé et j'ai fait d'autres webinaires qui ont été très efficaces sur des plateformes classiques. C'est un essai, mais oui, je pense que c'est important comme entrepreneur de bien s'entourer pour aller chercher d'autres perspectives dans des moments où, justement, on voit plus rien. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir l'impression d'être pas bien entouré ou d'avoir des gens que tu... Récemment, depuis que je suis entrepreneur, j'ai eu 2 expériences où j'ai rencontré dans des événements de réseautage 2 personnes qui se disaient spécialistes dans 2 champs d'activité. Ouais. Et moi, par le fait qu'ils avaient créé leur activité autour de cette spécialisation, j'ai pris pour acquis qu'ils étaient donc des vrais spécialistes. Et je les ai, ces 2 personnes, recommandées en disant, il est spécialiste de ça, elle est spécialiste de ça, tu devrais travailler avec elle. Mon erreur est de ne pas les avoir testées avant. Donc, une se disait spécialiste des réseaux sociaux. Pour moi, si on se dit spécialiste des réseaux sociaux, c'est qu'on gère les algorithmes et qu'on sait faire des posts sur Facebook, Insta et d'autres plateformes. On peut assumer un rôle conseil, stratégie. Un rôle conseil, et qu'on a quand même la connaissance des réseaux sociaux. Oui.
plus que moi du moins. Et non, la personne était très mauvaise. Et on a travaillé 5 jours ensemble et je lui ai dit, bon, ça va pas le faire. Et ça m'est arrivé 2 fois et je me suis dit, il faut pas prendre pour acquis quand on rencontre quelqu'un que cette personne est vraiment experte dans ce qu'elle dit. Faut le valider. Surtout quand on prévoit de partager cette information avec des gens de notre réseau qui nous font confiance, il faudrait pas mettre à mal cette confiance pour 1 ou 2 personnes qui nous ont un peu trompés. Donc ça, j'ai fait. Bon, heureusement, je m'étais pas trop impliqué pour ces 2 personnes-là, donc il n'y a pas eu d'effet négatif. Mais je me le suis bien noté maintenant que le prochain expert que je rencontre, je validerai ses connaissances. 100%. Puis, mais oui, je peux comprendre. Il y a beaucoup de solopreneurs, de pigistes, d'experts, de spécialistes. Bon, les titres qu'on s'octroie Voilà. peuvent varier. As-tu justement développé un super pouvoir ou plutôt une façon d'aborder pour valider, vérifier, briser ce biais-là, un peu cette perception-là de ah, t'es sympathique, j'ai vraiment envie que tu le sois, spécialiste, en fait. Oui, bah moi, c'est vrai que j'ai envie de faire confiance naturellement. Oui. Donc, c'est l'enjeu. J'ai pas développé de technique à proprement parler, mais je pense que désormais, j'envisage de faire sorte de petits tests pratico-pratiques en mode, si tu veux que je te recommande, partage-moi un peu ton expertise en amont. Soit sur un test dans mes affaires, soit... Voilà, mais plus faire confiance juste sur un titre. Comme tu le dis, aujourd'hui, on voit des coachs, des experts, tout le monde s'auto-définit. Ouais. Moi, je sais que, par exemple, on veut que je me nomme président, directeur général de mon entreprise. C'est vrai, sur le papier, oui, je suis président du conseil d'administration, mais je suis aussi trésorier, secrétaire, puisque je suis solopreneur. Donc, une forme de diktat de mon titre complet, mais je suis... Oui, directeur de l'entreprise que j'ai fondée, mais je suis directeur de personne ou de moi-même. Donc, je trouve que ces titres sont un peu énormes et disproportionnés par rapport aux réalités. Voilà. Et les experts, faut être certain finalement que soit ils ont fait les études qui vont avec, parce qu'il y a des expertises qui s'acquièrent par les études, et puis les choses un peu plus floues comme les réseaux sociaux, peut-être demander à la personne de faire un post pour nous et de voir un peu comment elle le fait. Moi, quand même, je connais les réseaux sociaux suffisamment. Explorer. L'expertise à travers des mises en contexte. Des mises en contexte, voilà. Pour pas juste se griller sur un réseau qu'on maîtrise, qu'on a développé depuis des années en recommandant la mauvaise personne. C'est quoi, selon toi, on parlait de compétences clés. C'est quoi, selon toi, les compétences clés qui sont en déclin ou de moins en moins présentes? Je pense que l'enjeu de notre époque, sans faire vieux sur un banc, c'est la communication. Parce que tout le monde a l'impression de savoir communiquer parce que c'est rendu accessible au plus grand nombre. Et en même temps, plus personne ne communique. Tout le monde est enfermé dans ses bulles. Combien de fois on a assisté au restaurant à un couple qui est chacun sur son téléphone et qui ne se parle pas. Moi, je sais que j'avais cette facilité quand j'étais plus jeune à me mettre sur un arrêt d'autobus et de parler à mon voisin, même si on n'allait pas se revoir, mais pour créer un peu le lien dans la vie et dans la ville. Maintenant, les gens sont avec leurs écouteurs, donc c'est difficile de couper, de lui demander de retirer ses écouteurs pour lui parler de la météo qu'il fait. C'est toujours un peu gênant. Donc, on est obligé de rester dans nos bulles. Et puis, on se rend compte que... il y a beaucoup de malaise dû à une absence de communication, d'écoute, d'entente de l'autre. De perception. De perception, exactement. Et qu'on a tous des biais inconscients et conscients. On a tous des référentiels culturels différents. On a justement encore plus aujourd'hui une multidiversité, des mélanges. Moi, je suis issu de l'immigration dans un pays qui a... ces derniers temps, malheureusement, fermé ses portes, mais jusque-là, accueilli beaucoup d'immigrants et donc beaucoup de cultures différentes. Je me rappelle, le jour de ma cérémonie de citoyenneté canadienne, il y avait 197 nationalités dans la salle sur 400 personnes. Donc, ça montre un peu quand même la diversité du Québec, Canada. Et tout ça, c'est plein d'origines différentes. Et comme on prend plus le temps de communiquer ou d'écouter, soit on crée des malaises,
soit voire pire, parce que ça peut créer des gros enjeux. Ben, on résout pas les conflits. Non, Souvent, c'est des conflits d'écart de perception. On lit des situations selon notre propre lecture, alors que dans la majorité des cas, les deux lectures sont oui. complètement différentes. J'ai une partenaire d'affaires qui travaille en tout ce qui est santé mentale, que j'apprécie beaucoup, que je nommerai comme ça, qui s'appelle Flore Deshaies. On la Qui a- salue. Voilà, elle a créé la clinique Inflorescence. Et récemment, j'ai vécu une situation de changement d'appartement. Donc, j'étais en recherche. C'est devenu un peu compliqué à Montréal ces derniers temps. Et j'attendais la réponse d'une propriétaire sur un appartement. Et j'ai écrit à Flore en lui disant, bon, j'ai pas de nouvelles, c'est sûr que j'aurai pas l'appart. Et Flore me dit, bah, t'en sais rien, peut-être qu'elle est occupée, peut-être qu'elle est âgée et qu'elle a du mal à se servir de son téléphone, peut-être que... Et elle m'a nommé 3-4 cas de figure qui étaient tout à fait possibles. En me disant, toi, tu es dans ta situation de stress, de déménagement, d'envie d'avoir une réponse, donc tu imagines le pire, mais... Bon, le pire tout en restant dans un cadre de déménagement. Oui, ça, c'est qu'on on a une hypothèse et on Voilà. est fait pour y tenir. Hein, Moi, je suis du genre à répondre du tac au tac sur mon téléphone portable. On Et compare avec notre propre Voilà. comportement. Et j'ai tendance à me dire que les gens vont faire pareil. Mais non, c'est pas vrai. Et parfois, je suis énervé ou stressé de ne pas avoir de réponse, alors que la personne vit plus tranquillement et en même temps, c'est très bien pour elle. Donc, il faut savoir s'adapter, il faut savoir prendre le temps de communiquer, de se dire les choses. Moi, je travaille avec une partenaire d'affaires beaucoup de temps par semaine, qui s'appelle Laetitia Selam. On a créé donc le parcours transmission ensemble et on le co-anime ensemble. Et on s'entend super bien, on est devenus très amis, et pour autant, on a deux modes de vie très différents, deux façons de voir la réalité très différentes. Et on apprend régulièrement à se dire, j'ai pas compris ce qui s'est passé dans cette situation. Il n'y a jamais de méchanceté entre nous ou de vrais problèmes, mais on prend le temps de se dire, ah bah oui, moi dans cette situation, j'ai vécu ça. Ah, et moi je l'ai vécu comme ça. Comment moi je l'ai reçu, Comment je mais l'ai c'est reçu. pas nécessairement le message qui a été envoyé, l'intention. Exactement. Il y a une intention qui change à travers les mots, le message jusqu'au récepteur. Exactement, c'est tout ça. Oui, Et ça, donc- ben, ça se discute, puis Et ça, ça faut, se discute, faut et il n'y a apprendre pas à de le mal à se faire. dire ces petites choses-là. Ouais. Justement, nous, ça nous évite des crises plus tard, de ne pas être en accord sur quelque chose. On se dit les choses au fur et à mesure, naturellement, amicalement, professionnellement, et on évolue. Et ça fait 2 ans et demi qu'on collabore, et tout se passe très, très bien. Ben oui, ben c'est un super bon point. Puis, en effet, c'est qu'on doit réapprendre, ou du moins apprendre, Oui, à discuter de ces choses-là. à discuter dans- et à sortir un peu de sa bulle. Oui. Au sens métaphorique et au sens physique. Souvent, quand je suis à des événements de réseautage et que je parle de ce que j'ai développé autour de la curiosité, les gens me demandent un conseil pratique. Ouais. Ils veulent un tips sur comment développer leur curiosité. On t'écoute. Bah moi, mon conseil, c'est de lever les yeux du téléphone quand on marche et de regarder la vie autour de nous. Il y a plein de scènes sociales qui se passent, de gens qui se prennent la tête parce qu'ils ne sont pas contents, des gens qui discutent, des gens qui s'embrassent. Il y a des affiches sur les murs, il y a des immeubles devant nous qui ont été construits à différentes époques. Prendre le temps de tout ça, de lever la tête. Déjà parce que on marche souvent sur du verglas, donc c'est mieux de faire attention au Québec. Ça, c'est l'aspect météorologique. Et puis, il y a l'aspect vivant. Et quand j'ai dit ça, la première fois à cette personne qui m'a demandé ça, c'était ce qui m'est venu d'office, mais je n'avais pas réfléchi à ce qu'on puisse me poser de cette question. Elle était un peu déçue de ma réponse, en mode pas génial comme conseil. Bon, je lui ai dit écoutez, c'est ça. Hein. Puis voilà. Continue à regarder vers... Voilà. Et puis on s'est revus de manière due au hasard quelques mois après. Et honnêtement, je ne me souvenais pas d'elle. Elle est venue vers moi et elle m'a dit merci parce que oui, j'ai appliqué. Et j'ai vu des affiches sur les murs de concerts dont j'avais jamais entendu parler. Et je suis allé les voir et j'ai adoré. Et ça, c'est grâce à vous parce que j'ai pris le temps, en effet, de regarder un peu la vie autour de moi au lieu de passer devant les murs en regardant mon téléphone. Donc, voilà, il y a des petites choses toutes simples qui peuvent se faire. Et la force de la curiosité, en tant que compétence clé, c'est qu'elle peut être développée donc, en tant que compétence clé dans l'entreprise, mais elle peut servir à la cause individuelle aussi.
ce qu'on va développer. Il y a des compétences clés qui vont vraiment servir uniquement au monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Il y a d'autres compétences clés, dont la créativité par exemple, qui peuvent servir dans la vie quotidienne pour transmettre à nos enfants, à nos amis ou juste pour nous-mêmes. Vraiment intéressant. Donc, on est habitué de vivre dans notre monde numérique, mais alors que si on lève la tête, on peut découvrir, le vrai monde qui est accessible le vrai à monde nous. dans lequel on vit. Et puis, on a beau avoir accès à tout, on se rend compte quand même très souvent qu'on n'est pas si curieux que ça. Moi, c'est vrai que j'ai développé avec le téléphone intelligent et toutes ces choses-là, moi, ça n'a fait que renforcer mon sens de la curiosité. C'est-à-dire, j'entends dans une série télé que je regarde le nom d'un personnage historique que je ne connais pas. Je vais utiliser Google ou l'IA maintenant pour aller apprendre des choses sur cette personne. Ça ne veut pas dire que je vais lire sa biographie en 17 pages, mais je vais juste regarder quelques infos. De même, j'entends un mot de français ou d'une autre langue que je ne connais pas, je vais taper le mot pour voir la définition. Ça ne veut pas dire que je vais l'employer tous les matins à partir du lendemain, mais c'est juste que j'aime aiguiser cette curiosité et continuer d'apprendre, de comprendre les choses. Et c'est ça que j'aime transmettre, c'est de dire, ça ne peut que vous aider. Ça ne peut que vous faire du bien en société, dans la famille et encore mieux dans l'entreprise. Et ce qui me rend fier aussi en 2025, c'est que le Forum économique mondial, qui fait un rapport tous les 5 ans pour nommer les compétences clés à développer dans les entreprises d'ici 5 ans, cette année a nommé la curiosité dans les 10 compétences clés à développer d'ici 2030. Donc c'est vrai que ça assoit un peu mon travail quand un organisme comme le Forum économique mondial nomme ce genre de choses. C'est vraiment intéressant. Donc, on retient que la curiosité, ça se développe, on peut la ramener aussi, hein, parce que quand on est enfant, on est curieux. C'est ça, en fait, c'est que le système nous apprend de plus en plus à apprendre ce qu'on nous apprend et à moins nous ouvrir sur les autres et sur le savoir. Plus on va se rapprocher de l'emploi, plus on va se spécialiser. On va suivre une formation dans une direction et on va avoir de plus en plus de cours et de formations en vue de cette spécialisation-là. Dans l'entreprise, très fréquemment, les employeurs offrent des formations, mais en lien avec l'expertise qu'on a pour affiner cette expertise au lieu d'ouvrir le champ des possibles. Alors, je ne dis pas que tout le monde ne le fait pas, mais c'est assez fréquent comme ça. Et justement, parce qu'on nous disait, on pourrait dire, le but était d'avoir une carrière linéaire d'une certaine façon, alors que là, on popularise un petit peu plus là, une carrière diversifiée, ou du moins le droit de découvrir. On a tous vu dans notre offre d'emploi tâches connexes, et parfois tâches connexes prend plus de place que la réalité de ce pourquoi on a été engagé. Et tâches connexes, ça dépend des autres compétences clés qu'on va avoir, de pouvoir combiner, de pouvoir s'ouvrir sur d'autres pratiques. Alors, au lieu de dire, non, moi je sais faire ça et rien d'autre. Et puis, depuis 1 an, j'offre aussi donc les formations, enfin pas les formations, mais les parcours et aussi la conférence dans les écoles et les universités, parce que ça aide les jeunes, la curiosité, à trouver leur propre passion. Et quand on a une passion dans la vie, ça aide à mieux s'intégrer, à créer du lien, parfois même à recréer le lien entre les générations, parce qu'une passion peut être partagée avec ses parents, ses frères et sœurs. Et puis, ça aide aussi à éviter le décrochage scolaire, parce que parfois, un système éducatif, on n'est pas réceptif, mais si on a une passion, on va quand même s'intéresser et se spécialiser. Donc j'ai été approché par des écoles pour transmettre ça, et ça me plaît parce que intervenir auprès de la jeunesse, on aime toujours ça. Oui, de pouvoir leur offrir ce que nous, on a appris, de leur offrir pour que ça puisse démarrer plus jeune, maintenir la curiosité au lieu de la perdre. Alexandre, est-ce que tu as un livre ou un conférencier, un outil que tu partages fréquemment dans ton réseau? J'ai pas un livre. Et justement, tu vas comprendre ce que je vais dire, c'est que parfois, je me bats un peu sur l'idée que tout est dans les livres. Pour moi, il faut trouver le support qui nous plaît. Si ton support, c'est les séries télé et que t'aimes pas lire, c'est pas grave. Il y a beaucoup de moyens de s'ouvrir à la curiosité et de découvrir le monde. Si ce que t'aimes, c'est la randonnée, dans une randonnée, tu découvres la faune, tu découvres la flore, tu croises d'autres êtres humains. C'est tout aussi enrichissant que le meilleur des livres possibles. Si t'aimes lire, il n'y a aucun problème. Moi, j'aime lire, j'ai pas de problème avec ça. Mais par exemple, je suis pas très roman. Souvent, les gens ont l'impression que j'aime les romans et m'offrent des romans.
Bon, je les lis souvent quand même un jour, mais j'ai pas cette passion du roman. Moi, j'ai plus la passion du livre documentaire. Un livre documentaire sur n'importe quoi, surtout sur quelque chose que je connais pas, je vais le dévorer. Ou sur l'histoire de l'art, parce que c'est une passion. Mais un livre sur le voyage aussi, mais même un livre scientifique. Par exemple, j'ai pas une énorme culture scientifique, mais j'essaye d'apprendre. Et donc, mais par exemple, j'aime beaucoup les séries télé. J'en dévore beaucoup, de tout style. Et je pense que dedans, il y a déjà plein de choses à découvrir. Aller au cinéma, aller voir une expo, faire une randonnée, ou juste voir des amis. On peut apprendre beaucoup de choses. Donc, j'ai pas envie de donner un livre unique. J'ai envie de dire, trouvez ce qui vous plaît, ce qui vous accroche, et allez dedans, et vous sentez pas gêné. Parfois, la morale populaire va dire, oh, tu regardes trop de séries télé. Oui, on se sent mal de dire, ben non, j'ai pas lu dernièrement. Non, pas lu tel livre. On pense que l'apprentissage ne se fait que justement par Voilà. les livres ou les recherches, ou fait qu'on dit ah non moi j'apprends plus, je veux pas retourner là, mais Non. l'apprentissage Et puis, c'est la lecture, partout. qu'on le veuille ou pas, dans la société dans laquelle on vit, il faut de la concentration. Moi, j'avoue qu'à la fin d'une journée de 10 heures de travail, j'ai envie d'une série télé avec un plateau repas plutôt que de me lire un livre. Parce que ma concentration... En fait, si je lis un livre en fin de journée comme ça, je vais lire 3 pages et je vais penser à autre chose. Une série télé, si elle m'a accroché dès le début, je suis dedans, je suis mes personnages. En ce moment, je suis justement dans une série québécoise qui a fait parler d'elle, qui est Empathie. Oui. Voilà, j'avais eu du mal à accrocher sur le premier épisode et des amis m'ont dit dépasse le premier épisode, tu vas voir, la série vaut le coup. J'adore, je trouve ça extraordinaire. Et puis quand on vit au Québec, ça nous parle évidemment encore plus. Oui, puis chaque série vient nous faire découvrir un autre univers, un monde, un milieu professionnel. Exactement. Fait que ça l'apporte à ce niveau-là. Alexandre, ben si on veut consommer du contenu ou si on veut suivre tes projets professionnels, où peut-on te retrouver dans l'espace numérique? À l'espace numérique, je suis très très présent sur LinkedIn. Tu l'as nommé en paragraphe d'introduction, j'anime une émission à la radio qui s'appelle Curiosité, donc toujours au service de la curiosité. Le but, c'est que tous les invités relèvent le défi de curiosité. C'est une première partie de l'entrevue connexe à leur expertise, qui vont aborder de manière vulgaire, sensible, pour faire donner aux auditeurs et aux auditrices les clés de compréhension d'une notion, un concept, un événement, etc. Puis la deuxième partie de l'entrevue, c'est une partie de promotion pour les faire connaître. Je donne la parole à beaucoup d'entrepreneurs parce que je côtoie ce milieu-là et qu'il y en a qui manquent terriblement de visibilité et qui pourtant ont eu des idées magnifiques. Mais aussi, il y a des artistes, il y a tous les domaines. C'est assez varié. Et avant et après chaque émission, il y a toujours un post sur LinkedIn minimum. Okay. Et puis, je partage aussi ma pratique. Et sinon, tout simplement, il y a le site cabinetcuriosité.ca, curiosité avec un S, cabinetcuriosité.ca, où là, vous retrouvez tout ce que propose l'entreprise. Aussi bien accès B2B que B2C, parce que pour moi, Curiosité, l'émission de radio, c'est la vitrine grand public. C'est aussi des événements de réseautage que j'organise désormais tous les 3 mois et qui sont pareils, au service de la curiosité des savoirs et la curiosité de l'autre. Ah, c'est très intéressant. Allez suivre Alexandre et son contenu. Soyez curieux. Exactement. Hein? Soyez curieux. Tu offres une belle plateforme pour attirer notre curiosité, certainement. Merci, Alexandre, d'être venu à Point d'Expert. Et puis, je te souhaite, je souhaite bon succès au cabinet et à tous tes projets professionnels. Et merci d'allumer notre curiosité ici au Québec pour qu'on continue justement à ne pas regarder notre téléphone et élever la tête quand vous marchez dans la rue. Ou à le regarder, mais à bon escient. Oui. Voilà. Merci beaucoup à toi, Émilie, de m'avoir reçu.